Salut tout le monde! Non, vous ne rêvez pas, je suis déjà de retour pour la deuxième partie de mon bilan lecture, comme annoncé dans la dernière vidéo. Une promesse, c'est une promesse et je ne vous ai pas oublié. Je ne me suis pas oubliée non plus, cela dit, hein, voilà. Aujourd'hui, pour la deuxième partie de mon bilan lecture que je vous avais annoncé dans la précédente vidéo et qui concernera cette fois mes lectures de l'été. Donc je vous ai laissé dans la dernière vidéo que je vous mettrai en barre d'infos sur ma dernière lecture qui était Le chat du rabbin de Johann Sfar. Et en fait après j'ai connu une petite phase juste à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, où j'étais dans la phase finale de rédaction de mon mémoire et donc forcément c'était un peu le rush complet, comment vous dire, et du coup j'ai pas eu beaucoup le temps de lire. En revanche, une fois que ce mémoire a été rendu et validé, j'ai eu tout le loisir et tout le temps de me plonger dans toutes les lectures que j'avais envie de faire durant l'été. En fait, en vrai, j'ai pas eu tant de temps que ça parce que j'étais quand même en stage et je travaillais quand même toute la journée et le soir je sortais quand même. Mais bon, plus le temps de lire ces 3 derniers mois que durant le premier trimestre de 2016. Mais bon, c'est pas grave, passons. Aujourd'hui je suis légèrement excitée déjà parce qu'il fait très chaud, donc la chaleur a tendance à me faire un peu délirer, et en plus parce que j'ai plein de bouquins géniaux à vous présenter dans cette vidéo. C'est que des coups de cœur. Attendez, je réfléchis. Ah non, c'est presque que des coups de cœur. La meuf qui se contredit elle-même. C'est pas grave, bravo Hélène. C'est presque que des coups de cœur. En tout cas, il n'y a pas de flop absolu. Il y a juste des bouquins que j'ai un peu moins aimés que d'autres. Mais alors, j'ai des coups de cœur de fou à vous présenter. Des bouquins que j'ai découverts, des bouquins que j'ai redécouverts, des bouquins dont on m'avait parlé et dont j'attendais pas grand chose et au final, eh ben c'était génialissime. Bref, on commence tout de suite. Alors, les 2 premiers bouquins dont je veux vous parler m'ont été prêtés par ma meilleure amie, que je remercie à l'occasion évidemment. Et elle me les avait prêtés en fait au printemps et j'ai enfin eu le temps de les lire du coup au début de l'été, une fois que j'avais terminé mon mémoire et que j'étais à peu près libérée de mes obligations universitaires. Du coup, pour le premier, il s'agit du Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein, publié aux éditions Scrinéo. Alors, Maëlys m'en avait parlé en me disant que elle avait bien aimé, mais sans plus. Quand on a été ensemble aux Imaginales, elle a acheté un autre livre de cet auteur qui s'appelle Les Loups Chantants. Et en fait, elle m'avait proposé du coup de me prêter le premier livre. Donc, Le Roi des Fauves raconte l'histoire de Ivar, Kaya et Oswald, qui sont 3 jeunes, plus ou moins paysans, en fait, 3 jeunes gens en tout cas, qui vivent dans un royaume fictif, et qui un jour, à la suite d'une regrettable erreur, ou d'un regrettable malentendu, comme vous voulez, se trouve condamné à être transformé en berserkir et à être exilé dans un royaume en ruine. Berserkir, ce sont des humains condamnés et prisonniers à qui on inocule un parasite qui s'appelle le Lering, qui vous transforme en une créature hybride, mi-homme, mi-animal, destinée à tout détruire sur son passage et à protéger le royaume. Évidemment, il s'agit d'un sort qui est bien pire que la mort. Au cours de leur exil dans ce royaume, Kaya, Ivar et Oswald vont tout faire pour essayer d'inverser le sort et d'échapper à ce destin funeste qui leur a été promis. En fait, au début, j'ai bien aimé. Honnêtement, franchement, dès les premières pages, j'ai accroché au bouquin. Mais c'est pareil, comme d'habitude, je voyais pas trop où l'auteur voulait en venir parce que j'avais pas lu d'avis. Je lis jamais en fait d'avis sur les livres avant de les lire, comme ça je préfère éviter tout spoiler. N'est-ce pas, on se fait assez spoiler les séries, hein, pas besoin de se faire spoiler les livres en plus. Je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait au fur et à mesure que l'intrigue avançait, ça m'a vraiment de plus en plus plu. Et au final, je me suis laissée complètement emportée par le bouquin. Et là, j'ai encore eu une fois ce sentiment de page turner où j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Et en fait, le bouquin, au final, je l'ai lu en 2 jours parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'écriture d'Aurélie Wellenstein est super, elle est vraiment hyper fluide. Et pour le coup, c'est une auteure qui écrit vraiment très bien. C'est une écriture qui est intéressante et qui est très riche, qui est très imagée aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé certaines métaphores ou même certains paysages, certains états, certaines choses qu'elle décrivait. J'ai trouvé ça très beau et j'ai beaucoup aimé sa réflexion autour évidemment de l'animalité et de la bestialité. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, les personnages m'ont un peu saoulée par contre et c'est surtout que j'ai eu du mal à m'identifier à eux en fait. Je pense que c'était une question de focalisation ou une question de distance dans l'écriture qui a fait que j'ai pas réussi à les prendre en pitié malgré le fait qu'ils se retrouvaient confrontés à un destin horrible.
J'ai pas réussi à les prendre en pitié. C'est un bouquin qui m'a fait peur aussi, et ça c'est assez rare. Chez moi aussi, bon même si je suis une trouillarde et que du coup n'importe quel film d'horreur me fait flipper, euh, avec les mots c'est différent en fait. Si vous voulez, les images, une fois que vous les avez devant vous, vous pouvez pas fuir, c'est tout, ça fait peur, ça fait peur. Un livre, c'est plus une puissance d'évocation, et dans cette vidéo j'ai deux bouquins qui m'ont fait peur. Le premier que je vais vous présenter, le premier que je vous présente ici donc, et le tout dernier que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est deux bouquins qui m'ont fait peur et qui m'ont collé un peu des sueurs froides, j'avoue. Bon après j'étais pas non plus en train de pleurer dans un coin de la pièce en appelant ma maman, faut pas exagérer non plus, mais c'est des bouquins qui ont suscité en moi des sentiments d'inquiétude. Franchement, Le Roi des Fauves, il y a quelques images qui me sont restées dans la tête quelques jours après, hein, pour vous dire. Franchement, j'y pensais encore après et je me disais, bah, ça fait peur. C'est vraiment une lecture en tout cas que je vous recommande. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après je sais qu'on en a beaucoup parlé sur Booktube, donc à mon avis vous connaissez sûrement et vous l'avez sûrement déjà lu. Mais si ce n'est pas le cas en tout cas, je vous conseille de le faire parce que c'était vraiment une très belle découverte pour moi. Je peux pas vous en dire plus en fait parce que comme d'habitude sinon je vais spoiler sur l'intrigue, mais sachez qu'en tout cas au niveau de l'histoire c'est très intéressant. Les personnages sont relativement intéressants, c'est juste que moi j'ai pas réussi à m'identifier à eux. Mais bon, moi j'ai pas besoin, pour apprécier une lecture, j'ai pas besoin spécifiquement de m'attacher au personnage, donc ça me dérange pas en fait. Je sais qu'il y a des gens, c'est très important pour eux, moi honnêtement je m'en fous un peu, donc du coup c'est pas ça qui m'a empêché d'apprécier le livre. Et encore une fois, au niveau de la puissance des évocations des images et de la réflexion, c'est vraiment hyper intéressant aussi. Et le style est très bon, ce qui ne gâche rien. Donc du coup, je vous le conseille. Alors ensuite, le second bouquin dont je vais vous parler, c'est Love Letters to the Dead de Ava Delera qui a été publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est encore une fois un prêt de Maëlys, parce que je lui avais dit une fois que j'avais envie de le lire, du coup elle me l'a prêté. Et c'est pareil, c'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié. Maëlys l'avait pas spécifiquement aimé. Si vous allez sur sa chaîne, je pense que vous pouvez retrouver son avis dans un de ses bilans lecture. Elle l'avait bien aimé, mais sans plus. Love Letters to the Dead, moi j'ai vraiment pas mal aimé. C'est l'histoire de Laurel, une jeune fille qui vient juste de perdre sa sœur aînée May dans un accident. Et en fait un jour une de ses profs lui demande d'écrire une rédaction en anglais, et le thème c'est d'écrire à une personne qui est disparue. Et on pourrait s'attendre donc à ce que Laurel écrive à sa sœur en premier lieu, moi en tout cas en lisant la 4e de couve, c'est ce que je me suis dit. Et on écrit à tout un tas de célébrités qui sont mortes dans le but de leur confier ses rêves, ses espoirs, ses secrets, ce qu'elle ressent vis-à-vis du décès de sa sœur, de sa famille, de son copain, de ses potes. Enfin, elle confie vraiment toute sa vie en fait à des gens morts. Et ça, j'ai vraiment trouvé que le principe était hyper intéressant. C'est vraiment un principe qui m'a plu, donc elle écrit à Kurt Cobain, à Amy Winehouse, à Heath Ledger, à Jim Morrison, en fait à tous ces idoles qui sont disparus. Et elle leur parle notamment de sa douleur quant à la perte de sa sœur. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé d'un roman dans un de mes bilans lecture du début d'année, je crois, de John D. Nelson qui s'appelle Le ciel est partout, qui racontait l'histoire de Lenny qui avait également perdu sa sœur aînée Bailey, si je me souviens bien. Du coup les deux thèmes se rejoignent un peu en fait, je veux dire c'est un peu le même style de bouquin et en même temps c'est très différent parce que pour le coup le côté roman épistolaire apporte une plus-value à ce bouquin que moi j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des lettres assez courtes au final où Laurel se confie vraiment. Après le style m'a bien marqué aussi, je l'ai trouvé assez beau et assez imagé encore une fois, c'est un bouquin que j'ai trouvé relativement poétique. Sincèrement, il y avait de très belles images. Bon, encore une fois, après, c'est ce genre de livres qui sont parfois un peu remplis de sentiments assez attendus sur le sujet. Mais il y avait aussi des points que j'ai beaucoup aimés. D'ailleurs, je me demandais quelque chose l'autre jour, ça n'a aucun rapport, mais je me demandais si ça vous intéresserait d'avoir pour chaque bouquin mes citations préférées en fait. Je sais pas, 2 ou 3 phrases que je pourrais relever et que je pourrais ensuite vous lire dans les vidéos. Je ne sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais je sais pas si ça vous intéresse, donc je vous demande votre avis, du coup je préfère vous demander. Donc pour revenir à Love Letters to the Dead, c'est un bouquin que j'ai bien aimé, et c'est pareil, je l'ai lu assez rapidement, j'ai été assez transportée par l'histoire.
Après, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas vraiment dans ce bouquin et il y a des choses auxquelles je m'attendais fortement. Bon, ça reste du young adult, hein, c'est toujours à peu près globalement les mêmes ficelles, mais c'était une lecture intéressante et que je ne regrette pas du tout parce que j'ai vraiment trouvé que le principe était sympa, l'écriture est bonne, ce sujet-là, moi, m'intéresse toujours, le sujet du deuil et de la perte m'intéresse toujours dans la littérature. C'est une bonne lecture qui a été très touchante et très émouvante à mon sens. Ensuite, pour rester dans les sujets très gais, nous allons désormais parler de suicide, puisque j'ai lu ensuite Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven qui a été publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui raconte l'histoire de Violette, une adolescente qui, au début du roman, tente de se suicider, et de Finch, qui lui a tenté de se suicider un nombre incalculable de fois et qui est considéré comme le malade mental du coin. Donc Tous nos jours parfaits racontent leur histoire, et sur la 4e de couverture on lit l'histoire d'amour de Violette qui réapprend à vivre avec Finch qui veut mourir. Honnêtement, j'ai emporté ce bouquin avec moi en vacances au début du mois d'août quand j'ai eu une petite semaine de vacances, quand je suis partie en Grèce. Et franchement, c'est le premier bouquin que j'ai lu en étant là-bas en fait. Et au début, c'est pareil. Alors c'est pareil comme d'habitude avec moi, j'étais pas convaincue. Voilà, c'est relativement rare chez moi que j'accroche à un bouquin dès les premières pages et que je sois complètement transportée. Ça a été le cas pour un certain nombre de livres que je vous ai déjà présentés, ça a été le cas pour bien des livres dans ma vie, mais j'ai l'impression que là, depuis quelques années, je tombe beaucoup plus sur des bouquins qui ne me convainquent pas au début et qui me convainquent par la suite que plutôt sur des bouquins qui me convainquent dès le départ en fait. Celui-ci fait partie de la première catégorie, c'est-à-dire que les premières pages, comme d'habitude, j'étais en mode pourquoi je perds mon temps à lire ce livre. Et je me suis accrochée, il faut savoir que je renonce très peu à la lecture d'un bouquin, il faut vraiment que le bouquin me saoule au plus haut point pour que je l'abandonne parce que je considère que chaque bouquin mérite sa chance. C'est vraiment, je peux compter sur les doigts d'une main les bouquins que j'ai abandonnés dans ma vie. Et ce n'était que dans le but évidemment de les reprendre plus tard car je suis une incorrigible optimiste, je crois toujours aux secondes chances pour les bouquins en tout cas. Là au début j'étais pas hyper convaincue et en fait au fur et à mesure que l'histoire avançait j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit côté un petit peu délirant et un petit peu excentrique dans ce bouquin que j'ai bien aimé, que ce soit dans la personnalité de Violette ou dans la personnalité de Finch évidemment, mais aussi dans leur façon d'être l'un avec l'autre qui m'a un petit peu rappelé la relation d'Augustus et Hazel dans Nos étoiles contraires de John Green, mais c'est pas du copier-coller du tout, c'est-à-dire que c'est très différent, c'est juste leur relation un petit peu particulière où ils vivent des moments un petit peu singuliers, un petit peu poétiques et en même temps complètement excentriques. Enfin je veux dire on vous dit... on vous raconte ce genre d'histoire, vous êtes là sur le coup, non mais c'est pas possible. En fait, ils le font vraiment, mais bref. Donc c'est des moments que j'ai beaucoup appréciés dans ce bouquin, ces petites parcelles un petit peu de poésie et d'originalité, que ce soit dans le caractère des personnages, les faits qui étaient présentés, ou même dans l'écriture. Après, je ne vous cache pas que c'est un bouquin qui est très émouvant et très bouleversant. Je vous parlais, il me semble, dans mon dernier bilan lecture, de livres qui m'ont fait presque pleurer, celui-ci en fait partie, c'est-à-dire qu'à un moment, hein, je veux dire, c'est plus possible, quoi, ça devient beaucoup trop triste. Donc du coup, voilà, c'est une lecture que je vous recommande également parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je veux pas vous en dire plus sur l'histoire parce que je préfère que vous la découvriez vous-même si vous vous lancez dans ce livre. En tout cas, je vous le conseille parce qu'il est bien écrit, les personnages pour le coup sont hyper intéressants, les personnages sont vraiment fouillés, notamment le personnage de Finch que j'ai vraiment trouvé mais passionnant, il n'y a pas d'autre mot, il est vraiment très 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 intéressant, et le personnage de Violette aussi est très intéressant. Ce sont vraiment des personnages, on sent que l'auteur a travaillé sur leur psychologie. Après, ne m'en voulez pas si jamais vous versez des larmes en lisant ce livre, ce ne sera pas de ma faute. C'est un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée. J'espère qu'il vous touchera aussi. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas je vous le recommande. Ensuite, pour continuer sur ma lancée des gens bizarres, j'ai également lu pendant mes vacances Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. Donc celui-ci est publié au livre de poche, c'est la version pocket.
Vous connaissez sûrement le film qui a été adapté il y a quelques années avec Ezra Miller et la belle Emma Watson, The Perks of Being a Wallflower, que moi je n'ai toujours pas vu parce que je n'aime pas voir les films avant de lire les livres. Maintenant il serait peut-être temps que je m'y mette. Hein. Du coup, Le Monde de Charlie, c'est l'histoire de Charlie, donc oui, bravo Hélène, Le Monde de Charlie, c'est l'histoire de Charlie. Cool, vous êtes ravis de le savoir, vous êtes ravis de regarder cette vidéo pour que je vous apprenne des vérités aussi intéressantes. Bref, j'arrête de dire n'importe quoi. Le Monde de Charlie, c'est l'histoire de Charlie, considéré comme un freak, comme on dit, dans son lycée, c'est-à-dire qu'on le trouve toujours très bizarre et toujours très chelou. Personne qui le voit pas comme ça, c'est son prof de littérature qui lui le perçoit comme un prodige, et bientôt les deux amis qu'il va se faire, Patrick et Sam, qui vont le prendre sous leur aile et lui faire découvrir en fait la vie d'un jeune, selon leur point de vue, c'est-à-dire la musique, les filles, les soirées, les fêtes, l'alcool, la drogue, enfin, je vous en passe des meilleurs, tout ce genre de trucs qui est toujours abordé dans la littérature qui concerne le roman d'apprentissage d'un adolescent au XXIe siècle. Le Monde de Charlie, c'est peut-être ma seule déception dans ce bilan lecture. Je m'explique. J'ai bien aimé le livre, c'est pas la question, ça a été une lecture quand même relativement agréable. C'est juste que je m'attendais pas du tout à ça. De 1, c'est un roman épistolaire également, c'est-à-dire que Charlie, durant tout le livre, s'adresse à un destinataire inconnu. De 2, j'ai trouvé que le style, alors ça je sais pas si c'est la traduction ou pas, mais j'ai trouvé que le style était moyen, pas dans le sens où c'est mal écrit, dans le sens où quand Charlie s'exprime, il est quand même censé avoir 15 ans, on dirait un gosse de 10 ans qui parle. Toujours à chouiner, à pleurer, tout ça. Alors je veux bien que sa vie soit pas facile, mais de là à en rajouter toutes les pages pour dire j'ai pleuré un peu, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Enfin ça faisait vraiment enfant si vous voulez, ça faisait pas du tout je pleure parce que ma vie est difficile, c'était vraiment je pleure parce qu'on me donne pas ce que je veux. Et je sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou pas, mais j'ai trouvé que le style de ce point de vue était relativement enfantin. Et pour le coup, j'ai trouvé que ça collait pas avec le personnage en fait, parce que le personnage de Charlie est hyper intéressant. Et j'ai trouvé ça dommage de l'infantiliser comme ça en fait. Et alors, la fin, si vous avez vu le film ou si vous avez lu le livre, vous saurez de quoi je parle. What the fuck? Mais vraiment, genre what the fuck, d'où est-ce que ça sort cette histoire? Je le dis pas pour les gens qui ne l'ont pas lu ou vu et qui souhaiteraient le faire, mais j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai vraiment pas compris. Je veux bien, hein, mais d'accord, c'est intéressant, c'est bien trouvé, c'est original, mais d'où est-ce que ça sort? De nulle part. On ne sait pas. Voilà, donc Le Monde de Charlie, moi je ne peux que vous le recommander aussi. Je veux dire, c'est pas du tout une mauvaise lecture, loin de là. C'est juste que moi, ça ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu une petite pointe de déception en le lisant. Parce que c'était pas ce que j'avais imaginé en fait, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Après j'étais contente de lire ce bouquin, j'étais contente de le découvrir et j'ai hâte de voir le film. Il faudrait vraiment que je le regarde là dans les jours à venir. C'était pas ce à quoi je pensais. Voilà pour ça. 3 derniers bouquins dont je vais vous parler ont été 3 gros coups de cœur également. Et en fait parmi ceux-là il y a 2 relectures que je ferai passer en dernier je pense. Donc du coup je respecte pas trop l'ordre chronologique des lectures, mais c'est pas grave. Donc je veux vous parler également d'un livre que j'ai lu donc au début du mois qui s'appelle Nous les menteurs d'Émilie Lockhart, publié également chez Gallimard Jeunesse. Pour le coup ça a été un gros coup de cœur pour moi. Dans Nous les menteurs on suit l'histoire de la famille Sinclair, donc qui est une famille très huppée qui vit à l'est des États-Unis et qui possède carrément une île privée au large de la côte. Et en fait, Nous les menteurs racontent l'histoire de chaque été passé par la famille Sinclair sur cette île. Donc il y a les grands-parents, il y a les 3 filles et il y a tous les cousins-cousines en fait. Le bouquin est raconté du point de vue de Cadence, donc une des petites filles Sinclair, qui nous livre en fait l'histoire de sa famille, des secrets et des mensonges qui évidemment la ravagent. Cadence en fait vit ses étés sur l'île avec 2 de ses cousins et un ami de son cousin. Tous les 4 forment le groupe des menteurs.
Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que, encore une fois, je ne veux pas spoiler. Sachez juste qu'à un moment, la tragédie frappe et que la tragédie n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est-à-dire que moi, je me suis complètement, mais complètement laissée avoir pendant tout le livre. J'ai cru la version qu'on m'avait servie au début. Et c'est dans les dernières pages où j'ai compris qu'en fait, on nous avait menti et que ce n'était absolument pas ça. Et quand vous comprenez tout, vous vous dites « Wow, je me suis complètement fait avoir ». Et ça, franchement, j'ai adoré. Ce sentiment de m'être fait prendre au piège comme ça et de tout découvrir quand tout m'a explosé à la figure, je me suis dit « Bien joué ». Rien que pour ça, je vous recommande de lire le bouquin parce que la fin, je m'y attendais pas du tout. Et les personnes avec qui j'en ai parlé et qui l'avaient lu aussi m'ont dit qu'elles s'y attendaient pas non plus. Pour le coup, j'étais vraiment sur le cul quand j'ai lu la fin du livre. Franchement, je m'y attendais absolument pas. Après, si j'ai une remarque à faire, c'est qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que le style est un peu particulier. Les phrases sont très très courtes, très hachées. Il y a des délires un petit peu poétiques, des réécritures de contes, ce genre de choses, des phrases qui se poursuivent en escalier sur la page. Je pense honnêtement qu'en anglais ça rend bien mieux en fait. Ça a un sens bien plus fort, mais bon, ça pour le coup, on n'y peut rien. C'est pas du tout la faute de la traduction. La traduction est quand même bonne. Je veux dire, il y a quand même de très beaux passages dans le livre. C'est juste au début, c'est très déconcertant. Et je pense que pour le coup, si on lit en anglais, de notre point de vue d'étranger, du coup, ça fait tout son effet. Ça ne perd pas du tout de sa force. Tandis qu'en français, au début, c'est carrément déconcertant. Et on se dit encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce livre? Où est-ce que j'ai atterri? Après, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, passer les 50 premières pages, comme d'hab, j'étais pas convaincue. Et ensuite, je me suis laissée carrément emporter par le bouquin. Et je l'ai lu très très vite et j'ai adoré. Suivre l'histoire de cette famille. Alors certes, l'histoire de la famille super riche, complètement décadente, c'est du vu et du revu, mais encore une fois, la fin tellement surprenante et tellement puissante va apporter une plus-value à ce bouquin qui franchement fait que vous devez absolument le lire en fait. Vous devez absolument le lire. Il est super, il vaut vraiment le coup. Vous n'êtes pas prêt. Voilà, vous n'êtes juste pas prêt pour ce qui se passe à la fin. En fait, ce qui se passe dans le livre, mais qu'on ne découvre qu'à la fin. Vous n'êtes pas prêts, croyez-moi.